Les Israéliens, je crois, vont poursuivre la politique de Netanyahou. C'est-à-dire, d'une part, faire tout pour ne pas permettre à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, mais d'autre part, essayer, avec les Américains, contrairement à la politique de Netanyahou, il faut dire, de créer une concertation permanente avec les Américains. Notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient est consacré cette semaine à une question que se posent en fait la plupart des Israéliens. Comment le nouveau gouvernement Bennett va-t-il pouvoir faire face à tous les défis sécuritaires régionaux? Et une des facettes de cette question, c'est de se demander si on va assister à un changement dans la continuité ou, comme on disait en France, à la continuité dans le changement. Alors, pour parler de ce sujet avec nous en ligne à Jérusalem, Freddy Eitan. Freddy, bonjour et shalom. Bonjour. Freddy, je rappelle aux auditeurs que vous êtes un diplomate israélien très expérimenté. Vous avez été plusieurs fois en poste en Europe et notamment aussi ex-ambassadeur d'Israël en Mauritanie. Et actuellement, vous êtes directeur du CAPE, le CAP, le Centre des affaires politiques et de l'État, au sein du think tank The Jerusalem Center of Public Affairs, le JCPOA. Et puis, vous êtes aussi, j'allais dire surtout, l'auteur de nombreux livres sur Israël, ses défis et ses grandes figures politiques. Alors, en ce qui concerne notre sujet, en résumant beaucoup, on peut dire que le gouvernement Bennett a à son ordre du jour au moins 3 gros dossiers sécuritaires régionaux qui sont prioritaires, qui sont d'ailleurs restés les mêmes depuis le départ la semaine dernière de Benjamin Netanyahou. Tout d'abord et surtout le nucléaire iranien avec la marche forcée du régime des mollahs de Téhéran à l'arme nucléaire. Deuxièmement, le Hamas de Gaza. Et puis, troisièmement, la situation en Syrie, qui est elle-même un dossier lié de près à celui de l'Iran. Alors, première question, on peut constater que depuis des mois, les mollahs de Téhéran ne cessent de violer à plusieurs niveaux, que vous allez nous rappeler, les dispositions de l'accord de Vienne de juillet 2015, dénoncé en 2018 par l'administration Trump et auquel aimerait adhérer désormais l'administration Biden. Alors, dans ces conditions, le franchissement du seuil nucléaire par l'Iran semble aujourd'hui n'être une question de quelques mois seulement. Alors, selon vous, Freddy, quelle va être la politique du gouvernement Bennett concernant ce dossier pour le moins explosif, d'autant qu'Israël semble avoir été mise sur la touche, d'une certaine manière, par l'administration Biden, qui poursuit ses pourparlers pour réintégrer l'accord de Vienne de juillet 2015. Bon, tout cela, évidemment, dans un contexte géopolitique nouveau, parce qu'il s'agit d'une part de la reprise du nouvel accord avec les Occidentaux, l'Iran et les Occidentaux. L'Amérique veut un nouvel accord, je dirais même à tout prix, pour essayer de relancer donc le dialogue avec l'Iran. Les Occidentaux, dont la France aussi, sont favorables, mais évidemment, comme il y a un autre contexte intérieur en Iran, c'est-à-dire l'élection du célèbre bourreau de Téhéran, celui qui est un ultra-conservateur et qui va poursuivre une politique beaucoup plus intransigeante vis-à-vis des Occidentaux, et cela fait effectivement une situation très sensible et très délicate vis-à-vis de la négociation pour aboutir à un accord. Donc Israël souhaite être mis au courant de ces tractations, et c'est pour ça que le chef de l'état-major Kochavi est arrivé donc à Washington pour parler de ce sujet et pour avertir les Américains, pour leur dire qu'il s'agit donc d'un mauvais accord qu'on s'achemine. Donc, comment faire? Et là, les Israéliens, je crois, vont poursuivre la politique de Netanyahou. C'est-à-dire, d'une part, faire tout pour ne pas permettre à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, c'est-à-dire des opérations secrètes, je dirais parfois spectaculaires. C'est la poursuite donc d'une part de cette politique, mais d'autre part essayer avec les Américains, contrairement à la politique de Netanyahou, il faut dire,
de créer une concertation permanente avec les Américains. Donc, ce mécanisme nouveau sera au diapason avec les Américains et non pas contre la politique américaine. Et c'est pour ça que tout cela va être beaucoup plus confidentiel dans les rapports aujourd'hui entre les États-Unis et Israël. Mais est-ce que vous estimez, nonobstant ce changement de gouvernement, qui a d'ailleurs été, enfin, pas salué comme changement, mais Biden a été parmi les premiers à téléphoner au nouveau chef du gouvernement, Naftali Bennett, est-ce que vous pensez que ce gouvernement aura les mains plus libres ou identiquement libres pour agir contre l'Iran par rapport au gouvernement Netanyahou? Parce que d'un côté, il y a ce que vous dites des canaux secrets, mais d'un autre côté, il y a aussi des violations iraniennes de plus en plus nombreuses. On a l'impression que ce sont les Iraniens qui dictent la marche de cette négociation. Et il y a donc un risque que tout cela ne dérape d'une certaine manière. Alors, est-ce que le gouvernement Bennett a les mains plus libres? Écoutez, d'abord, c'est le même, je dirais, c'est le même scénario qu'on a connu auparavant avec Obama. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le gouvernement Bennett a comme ministre de la Défense Benny Gantz. Et Benny Gantz était avec Benjamin Netanyahu. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a entre l'Amérique et Israël, comme vous le savez, des relations très étroites, confidentielles. Et là, on peut effectivement remettre aux Américains certaines informations que nous avons recueillies concernant l'acheminement sur les sites nucléaires, dans certains sites, comment l'Iran s'achemine vers la bombe, et d'autre part aussi créer une situation où on souhaite quand même un accord, certes un accord, mais un solide accord, un robuste accord. Et dans ce cadre-là, nous souhaitons ajouter non seulement sur le projet nucléaire, mais aussi concernant, par exemple, les missiles balistiques, parce que cela aussi est un danger pour Israël et même pour l'Europe, mais aussi pour d'autres aspects, c'est-à-dire sur le terrorisme, l'acheminement d'armes au Hezbollah. Donc, c'est un contexte général que le présent gouvernement va essayer d'avoir avec les Américains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des divergences. Il y a des divergences. Et c'est pour ça que le chef d'état-major a demandé à Tzahal de se préparer à toutes les éventualités et en priorité de préparer donc une opération ponctuelle pour contrecarrer le projet nucléaire. Alors, une question subséquente par rapport à ce que vous venez de dire, qui tombe sous le sens, c'est de se demander si Israël va-t-il pouvoir, afin d'agir, s'il lui faut agir seul contre le nucléaire iranien, justement s'opposer à l'administration Biden, comme l'avaient fait en son temps les gouvernements dirigés par Netanyahou, notamment de la période Obama dont vous parliez. Est-ce que, compte tenu de l'urgence de la situation, on risque pas d'avoir je dirais, non pas une brouille, mais un désaccord profond entre Washington et Jérusalem? Je suppose qu'on préférera, c'est-à-dire la concertation et la diplomatie classique. Je ne crois pas que les premiers jours donc de l'avènement Bennett-Lapid au pouvoir fera en sorte qu'il y aura une confrontation avec les États-Unis. Bennett et Lapid ne sont pas capables aujourd'hui d'affronter le président Biden, et donc la position israélienne sera une position d'essayer d'accepter, d'éviter des dégâts, mais accepter la concertation avec les États-Unis. La concertation d'une part diplomatique, mais aussi une concertation en cas pour une éventuelle opération conjointe Israël et les États-Unis contre le projet nucléaire. Alors, dernière question sur ce dossier qui est quand même le plus préoccupant, la situation sécuritaire régionale, en tout cas pour Israël. Est-ce que, compte tenu de tout ce que nous venons de dire et compte tenu de tous ces éléments, ne se rapproche-t-on pas au plan régional, surtout après l'élection de ce Ibrahim Raisi dont vous parliez tout à l'heure, qui est vraiment un extrémiste irrédentiste? Est-ce qu'on ne se rapproche pas, au vu aussi des violations iraniennes qui sont comme des moyens de pression? On disait que l'Iran possède actuellement 16 fois le maximum
d'uranium enrichi que tolérait l'accord de Vienne. Est-ce qu'on ne se rapproche pas dans les mois qui viennent d'échéances fatales dans ce dossier, d'une certaine manière? Sans doute, parce que le problème, c'est qu'Israël a averti depuis longtemps. Et si l'Iran n'a pas obtenu, et contrairement à certains observateurs, si l'Iran n'a pas obtenu, c'est grâce aux opérations secrètes, certaines non connues encore, concernant donc ces opérations et qui ont contrecarré et qui ont retardé l'acheminement donc de cette fabrication de la première bombe atomique. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, il y aurait avec Bennett et Gantz et Lapid une politique qui serait beaucoup plus, je dirais, pas timide, mais une politique qui ne concernera pas des déclarations assez, je dirais, intransigeantes d'une part vis-à-vis des Américains, mais d'autre part, on n'aura pas des déclarations comme on a connu avec Yossi Cohen, par exemple, du Mossad, qui parlait et qui laissait entendre qu'il y a eu des opérations qu'on aurait pu éviter donc la publication. D'accord. Alors maintenant, deuxième gros dossier urgent au plan sécuritaire, tout le monde le sait, c'est l'agressivité redoublée du Hamas de Gaza ces derniers temps, qui en fait continue de vouloir s'opposer à l'exercice de la souveraineté israélienne à Jérusalem, et pas seulement sur l'esplanade des mosquées, qui est le mont du Temple, mais partout ailleurs dans l'État juif, et ce avec des actes provocateurs jusque-là inégalés. Alors à ce niveau, je vous demanderai, et compte tenu justement des raids répétés depuis 8 jours de l'aviation israélienne qui a riposté à des lancers de ballons incendiaires et explosifs en provenance de Gaza, on a quand même l'impression, je ne sais pas si c'est la vôtre, que le gouvernement Bennett-Lapid-Gantz s'est fixé une ligne apparemment plus ferme, moins floue, j'allais dire, que celle du cabinet Netanyahou de ces derniers mois, à la fois parce que Tsahal semble riposter dorénavant à chaque série de lancers de ballons, et aussi parce qu'il semble, mais ça c'est peut-être encore pas très clair, que ce cabinet serait prêt à réengager les hostilités, si besoin était, contre le Hamas, jusqu'à l'éradication complète du Hamas, un objectif que, pour différentes raisons dont on va parler peut-être, les gouvernements Netanyahou ne voulaient pas atteindre. Alors, est-ce que vous pensez que la situation est en train de s'éclaircir, du moins dans la position israélienne, à l'avenir par rapport au Hamas? Non, je ne crois pas, parce qu'il y a une continuité dans la position israélienne. Et je vous rappelle que la politique de représailles ou de raid automatique à lancement, donc soit d'une roquette et soit d'un attentat le long de la frontière dans la bande de Gaza, il y a eu des raids automatiques à chaque fois. Et donc, ce n'est pas nouveau dans la conception de la doctrine de Tsahal. Tsahal réagit. Il se peut qu'on ne doit pas effectivement réagir automatiquement et il faut y réfléchir avant comment réagir. Parce que si le Hamas sait automatiquement qu'Israël va réagir, la dissuasion ne sera pas la même que si on ne montre pas quelles sont les cartes israéliennes concernant chaque raid israélien, chaque raid de Tsahal. Cela veut dire que c'est une continuité de la politique de Tsahal, parce que aussi c'est Gantz et Kochavi qui sont les mêmes quand ils étaient avec Netanyahou. Et d'ailleurs, il faut dire que Kochavi était le chef du renseignement et Gantz était chef d'état-major à l'époque où Netanyahou, en 2014, a lancé l'opération Plomb durci. Donc, il y a eu une situation pareille. Avec le Hamas, je crois qu'on doit changer complètement de politique parce que le Hamas ne va pas demain reconnaître l'État d'Israël, parce que le Hamas est une organisation terroriste, que le seul but, c'est-à-dire comme les frères musulmans, c'est d'avoir un califat, c'est-à-dire avoir un État islamique, non seulement dans la bande de Gaza, mais sur toute la Palestine. Et cela dit, donc, il n'y aura pas de relation directe avec le Hamas pour l'instant. Il y aura, sur le plan humanitaire d'une part, et je crois que ce gouvernement va essayer par tous les moyens d'offrir certains plans
sur le plan économique, social, etc., pour alléger le fardeau des Palestiniens et non pas du Hamas. Mais d'autre part, contrairement à Netanyahou, il y a une priorité vis-à-vis de l'autorité palestinienne et non pas le Hamas. Parce que Netanyahou a joué surtout sur la carte Hamas et non pas sur Mahmoud Abbas. Et donc, demain, il y aurait probablement aussi, parce qu'il y aurait des pressions américaines, et on sait déjà que les premières conversations qu'a eues le secrétaire d'État américain avec son homologue Lapid ont été focalisées concernant les Palestiniens, c'est-à-dire l'autorité palestinienne. Et je suppose que dans les mois à venir, il y aura une reprise des négociations avec l'autorité palestinienne pour renforcer l'autorité palestinienne au détriment du Hamas. Mais vous ne pensez pas, malgré tout, et c'est ce qu'a déclaré Bennett hier à l'ouverture du Conseil des ministres, et puis plus tard dans la journée, que, à propos justement des lancers de ballons, qui n'étaient pas sujets à réplique automatique de Tsahal, que malgré tout, aujourd'hui, on pourrait dire ça en hébreu, din Sderot, c'est la même chose que des roquettes, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça tombe seulement que ça provoque des feux dans le sud du pays qu'on n'intervient pas, c'est qu'il y a quand même, il y aurait peut-être un tournant concernant la riposte, je dirais, forte de Tsahal face aux lancers de ballons qui, quelquefois, ont été négligés ces derniers mois. Je n'y vois pas de changement ou de tournant dans la politique israélienne vis-à-vis de Hamas pour l'instant, pour l'heure. Je vous rappelle aussi que Bennett était ministre de la Défense du gouvernement Netanyahou et il a dit la même chose avant. Donc, il faut être très, très logique dans les propos. Et je pense que dans ces conditions-là, Bennett va suivre une politique peut-être intransigeante, plus intransigeante que Netanyahou, peut-être dans la riposte immédiate. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi l'Égypte, il y a d'autres moyens pour maîtriser le Hamas. Donc, je pense que l'aspect politique et diplomatique prévaleront demain beaucoup plus qu'une opération militaire. Parce qu'on a déjà, il y a eu 4 rounds depuis 2009 contre le Hamas. Si le but n'est pas de démolir donc toute l'infrastructure du Hamas, de démanteler les armes, l'arsenal militaire du Hamas, l'arsenal terroriste du Hamas, eh ben, il n'y a pas d'autre solution. Et la seule solution, c'est cela, c'est-à-dire de démilitariser la bande de Gaza. Mais quand on n'arrive pas à démilitariser la bande de Gaza, donc le seul choix, c'est d'arriver par des moyens pacifiques, politiques et diplomatiques. Alors, enfin, un troisième gros dossier sur le bureau, j'allais dire, du nouveau cabinet, qui est en fait le dossier syrien, et notamment le déploiement persistant des troupes et des forces iraniennes en Syrie, qui est lié au problème de l'Iran. J'allais vous poser la question. Il semble justement aussi, au vu des derniers raids israéliens de ces derniers jours sur ce pays, sur la Syrie, contre des positions du Hezbollah et des positions iraniennes, il semble que là, c'est véritablement la continuité dans la continuité. Il y a pas de changement. Israël va continuer à endiguer le déploiement iranien en Syrie. Oui, tout à fait. Mais il y a un autre aspect, c'est-à-dire plusieurs aspects qui ont changé, je vous dirais. C'est-à-dire que le Hezbollah, pour l'instant, ne provoque pas Israël. Et c'est vrai que depuis la seconde guerre du Liban en été 2006 jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'incident majeur avec le Hezbollah, il n'y a pas eu de confrontation militaire donc avec le Hezbollah. Pour plusieurs raisons, parce que le Nasrallah sait parfaitement qu'il serait responsable de la destruction complètement du pays, de l'État. Et contrairement au Hamas, que lui dirige donc et est au pouvoir dans toute la bande de Gaza, Nasrallah se trouve dans un mini-État où il y a un État libanais qui est géré, un État effectivement avec toutes les infrastructures étatiques et stratégiques et autres que ici Israël, parce que demain s'il y a une intervention du Hezbollah ou une provocation du Hezbollah, c'est l'État libanais qui sera responsable et Israël, attaquera donc les infrastructures libanaises. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine dissuasion.
concernant l'acheminement des armes contre, c'est-à-dire l'acheminement des armes au Hezbollah via Damas par Téhéran, évidemment, ça va se poursuivre. Mais il faut être prudent parce qu'il faut avoir de bonnes relations aussi avec la Russie, puisque la Russie est omniprésente en Syrie et la Russie a eu de bons contacts et a eu ce mécanisme. Donc, il faut préserver le mécanisme que nous avons avec les Russes pour pouvoir donc lancer ces opérations CERED dans la région. Bien, merci Freddy d'avoir fait avec nous le point sur ces 3 dossiers prioritaires, le dossier iranien, le dossier du Hamas de Gaza et celui du déploiement iranien en Syrie. Merci de nous avoir consacré du temps. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.